Merci de nous suivre sur Espace TV et bienvenue dans cette info. Fatako est l'une des sous-préfectures de Tougué, située au nord de la Guinée, dans la région administrative de l'Abbé. Mais l'accès à cette localité constitue un véritable parcours de combattants. Distante d'environ 70 km, cette route n'a jamais connu une couche de bitume depuis l'indépendance de la Guinée. Pourtant, elle relie la Guinée à la République du Mali. Fatako, c'est aussi d'énormes potentialités agricoles. Elle dispose de plus de 20 000 hectares de terres cultivables avec une pluviométrie propice à une bonne campagne agricole. Les paysans invitent l'État à mettre à leur disposition de fortes quantités d'engrais afin de booster leur activité. Et puis, toujours dans cette localité de Fatako, son paysage regorge des termitières à la silhouette humaine à perte de vue. Si aucune explication scientifique n'a été trouvée sur la présence de ces étranges créatures, plusieurs légendes sont données par les habitants de cette zone rurale. Focus sur la sous-préfecture de Fatako, c'est une série de reportages que je vous invite à suivre avec nos reporters Sekouba et Amadou Ribari. Le tronçon Labé-Fatako, distant de 70 km environ, est un véritable casse-tête pour les usagers. Des nids de poules, la boue et des galops cassés se succèdent. Pourtant, cette route nationale relie la République de Guinée à celle du Mali. Elle constitue une grande affluence pour le trafic des échanges commerciaux. Cette route qui date de la période coloniale n'a jamais connu de bitume et les autorités administratives de la région ne semblent pas être soucieuses pour sa reconstruction. À cause de son état actuel, ses habitants restent enclavés et éprouvent d'énormes difficultés à se déplacer. Même si nous sortons pour le reprofilage avec la pluie là, la pluie vient détruire tout aussi. Nous avons un appel à lancer aux autorités locales, régionales, aux bailleurs et au gouvernement de venir au secours. Si vous voyez la route entre Dalaba et Tougué, vraiment, on ne peut même pas qualifier la route là. Si vous quittez ici pour l'Abbé aussi, ce que vous devez faire dans 30 minutes, vous faites ça en 2 heures, 3 heures. Vraiment, nous lançons un appel à l'autorité. Les populations de la sous-préfecture de Fatako vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Mais l'État est quasi inexistant dans ce district et n'a réalisé aucune infrastructure de base. Les jeunes sont abandonnés et ne disposent pas de lieux de divertissement. Le rôle de la jeunesse, c'est contribuer au développement de la localité. En faisant le reprofilage des routes, organiser des tournois interdistricts, participer en fait au développement de la localité sur tous les domaines. Nos difficultés sont multiples et variées. Premièrement, on n'a pas un fonds. Deuxièmement, on n'a pas une maison de jeunes appropriée à la jeunesse. On n'a pas un terrain de football aménagé. On n'a pas un centre informatique. Présentement, c'est nos problèmes qui nous préoccupent. Fatako est frappé de plein fouet par l'exode rural. Cela est ressenti dans le village, au regard des nombreux bâtiments modernes construits sans habitants. Plusieurs jeunes braves valides ont quitté le village pour la recherche d'une vie meilleure ailleurs. Désemparés, ces jeunes qui ont décidé de rester sur place lancent un appel aux autorités. À l'instar de plusieurs sous-préfectures du pays, Fatako manque de tout. Ces habitants qui n'attendent pas assez de l'État nourrissent l'espoir de voir leur localité enfin sortir de l'ornière. La sous-préfecture de Fatako compte plus de 20 000 hectares de terres cultivables avec une pluviométrie comprise entre 1000 et 1500 mm d'eau par an. Cette année, les besoins en engrais sont estimés à 162 tonnes. Seulement, le tiers est arrivé alors que les agriculteurs ont déjà entamé les premières semences. Oui, engrais go ari, engrais go no arde. Mais joni si tawi woni be acci ha sankama. Engrais on prix kala ko be fala. Ta gouvernement wi ko. Donc haray ko men tori gouvernement menenga be walliton men engrais. So be walliton men engrais be yetta saria e be woni addude jungo mum ben.
ɓe yeeya men prix ko kamɓe ɓe woni ɓe ɓenni ɓe yeeyi kon ɓe walla men fi machine ji kadi ɓe ɓeyditana men machine ji ɗi par ce que machine ji ɓe addi ga ɗi horɗi ala gollude ko sari jiɗi men holori ɓe walla men laawi ɗi moƴƴintine ka amen laawi amen ɗi fof boni nokkel ɗi fof boni hara si men remi men heɓayno men transportira ko men remi kon hara men soñjaki. Les principales difficultés sont l'insuffisance des engrais, la défectuosité et les pannes récurrentes des tracteurs mis à la disposition des populations par l'État. Ce paysan se plaint des moyens de travail rudimentaires et du retard dans la distribution des engrais. Elaji ɗin fof kenen mi rema ndiyan ɗan ara ñamanamen kenen mi rema engrais min ronka heɓude law wona hikka ni ayi min ƴewni min gesi min gayni kono mi heɓali engrais on taw sakko min sanka wona hectare goto min sankay sariyare capanɗe jeetati mi yeeya goɗɗum min mara fi awdi mi yeeya goɗɗum min sotta dammoy ma naoy mi accirata ko amen. Cette localité du sud du Tougué représente le plus grand centre pour l'intensification de l'agriculture dans la région de l'Abbé, avec les plaines de Doutou 366 hectares, de Djiguia 434 hectares, de Ndouka 282 hectares et de Mugidjigué 275 hectares. Des progrès importants ont été obtenus dans la localité grâce à l'apport des engrais et des semences améliorées. Près de 3 tonnes de riz à l'hectare et plus de 1000 tonnes de riz récoltées chaque année dans la zone. Au niveau des intrants, avant aujourd'hui, l'État importait des engrais du Mali avec Toguna. L'engrais était venu à temps, il y a 2 ans. On avait entre 100 et 150 tonnes d'engrais dans la seule localité d'ici. Aujourd'hui, on est le 23 août, on n'a que 45 tonnes dans la localité. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à expliquer ce principe qui fait que quand on importait l'engrais, ça venait à temps. Aujourd'hui, on a une unité de blendage d'engrais à Conakry qui dit pouvoir faire 400 000 tonnes d'engrais et l'engrais n'est pas encore à point dans toutes les zones de production. C'est incroyable, on ne peut pas expliquer ça. L'inondation des plaines due aux difficultés d'irrigation réduit considérablement les prévisions de riz à la récolte. Les paysans demandent de nouvelles machines pour moderniser l'agriculture. Ce conseil agricole sollicite plus d'attention de l'État pour soulager les paysans dans l'obtention des engrais et des semences. On a trouvé cette fois-ci, les paysans ont emblavé dans la zone de Corboya et Ndouka 687 hectares, sans compter les 2 mares dits aménagés. Dans tout ça, la zone de Fatako, qui est la zone productrice à riz, n'a reçu pratiquement que 45 tonnes de riz, d'engrais, autant pour moi. On a reçu 22 tonnes de semences du Koyadi. Ainsi, la semence est là, les labours sont déjà finis, mais on n'a pas d'engrais. Les populations locales que nous avons rencontrées sont déterminées à pratiquer l'agriculture, mais elles disent être confrontées à de sérieuses difficultés d'ordre technique qui pourraient être allégées par le ministère de l'Agriculture. Le visiteur qui arrive à Fatako est tout d'abord frappé à l'entrée de la sous-préfecture par un étrange spectacle de termitières à perte de vue. Elle donne l'impression d'être face à des silhouettes de soldats prêts pour la guerre ou une mère de famille portant son enfant au dos. La taille de ces termitières varie entre 1 et 2 mètres. Au-delà d'une explication scientifique, assez de légendes sont données pour justifier la présence de cette étrange créature. Nder yewtereji maɓɓen ko min heɗiti seeɗa ɓe wi min hiɗe tawa ka tarika Fouta Dialoga ɓe yiɗano dina l'islam ɓen faalano rewrude ɗo ɓe ara ɓe natana ɓeɗo ɓe yalta ɓe continue mais ɓe ari ɓe tawi Allah o kori mawɓe ɓen plan no ɓe defandora ka hakkundere ɗo donc ɓe ari ha yore felloɗa ɓe ƴeewi ɓay ɓe yiɗe ɗon classique ɓen vraiment konu wongu gangu no ɓuri konu ɓe ardi hon ɗorude après ɓe tourni ɓe yeeyi donc menen haray ɗeɗo on koye leydi amen ndi ngame yii. Depuis des décennies, ces termitières sont vénérées et respectées par les habitants de Fatako. Le périmètre qu'elles occupent est considéré comme un espace public et intouchable. Parce que woɓɓe sinani ɓe naya ko sirku billahi na sirku mais ɓay tu woni ɗum ɗo tawrama ɗo ni min rema e min taro ɗo min acca ɗo mi anda ko Allah waɗani ko Allah addi donc mi yiiri ni bonnugol ɗum ɗo haray menen ɗo wona mawɓe amen ɓe waɗali
feƴƴi ɓe ɓen noon waɗali menen kadi min waɗata si Allah jaɓi arana e huuɗo ɗo on dow menen min jaɓata meme min jaɓata bonne bonnaka e feƴƴunoɓe bonnetake e fewndame min nalsi menen min feƴƴoyi donc haray ɗum ɗo en fof ko ni yirɗen donc sa daari tigi tigi ala ka miijota koye muɗum mais hay hunde ala ko daroto inne effectivement ko ɗum ɗo waɗano. Ni la pluie, ni le soleil, encore moins le feu de brousse n'ont pu changer quelque chose à l'existence de ces termitières qui sont toujours là. Personne ne s'occupe de leur entretien. Elles ont toujours la même taille et gardent toujours le même nombre. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique devrait s'atteler à les valoriser davantage. Hors de nos frontières à présent et direction le Nigeria où l'épidémie de la fièvre Lassa a déjà fait plus de 100 morts depuis le début de l'année. Ensuite, nous verrons comment la milice de l'armée du Seigneur, bien qu'affaiblie, continue de faire des victimes en Centrafrique. Et enfin, je vous inviterai dans la région du Cap où la sécheresse frappe la production viticole de plein fouet. Suivez. Équipés de masques et de combinaisons intégrales, ces médecins viennent de soigner des malades de la fièvre Lassa. Ce virus, de la même famille qu'Ebola, fait des ravages au Nigeria. Une nouvelle épidémie a déjà fait 110 morts depuis janvier. Dehors, les familles attendent avec angoisse. Wilson a perdu sa femme il y a quelques jours. Sa petite fille de 3 ans, malade elle aussi, est confinée à l'isolement. Quand ma femme est tombée malade, 2 jours après, on l'a enterrée. Parce qu'elle avait les mêmes symptômes que la fièvre de Lassa, mais nous ne le savions pas parce qu'elle était enceinte. Plus de 350 cas ont déjà été confirmés au Nigeria. Dans l'état d'Edo, au sud du pays, les patients affluent à l'hôpital d'Iroua. La fièvre hémorragique Lassa reste méconnue dans cette région pauvre et rurale, la plus touchée par l'épidémie. Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant. Depuis fin février, le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu sur toute l'année 2017. Dans cet institut de recherche, des échantillons de la fièvre Lassa arrivent de tout le pays. C'est le seul laboratoire au Nigeria à pouvoir diagnostiquer la maladie en 24 heures, avec des chercheurs venus du monde entier. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles pour éviter la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel. Nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que l'on doit se laver les mains correctement en utilisant la bonne technique. La fièvre Lassa se transmet par les excréments des rongeurs et entre les hommes par les fluides corporels comme l'urine ou le sang. Mais les scientifiques étudient toujours les causes de cette épidémie et de sa propagation rapide. Comme chaque matin, Joseph enfourche sa moto pour se rendre à son champ à 5 km d'Obo, à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Avant, il n'osait plus partir en brousse, de peur de se faire enlever par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988 en Ouganda par Joseph Kony. Traqué depuis 2011 par 2000 soldats ougandais, appuyé par une centaine de militaires américains basés à Obo, le groupe ne compte plus que 200 membres, contre des milliers avant 2011. Depuis 2008 que nous sommes dans l'inquiétude par rapport aux attaques des LRA qui nous menacent souvent. Et ils continuent à nous menacer. Même si la LRA est fortement affaiblie, depuis le début du retrait des troupes américaines en avril 2017, le groupe a tué 9 civils et en a enlevé 129 autres en Centrafrique, selon le LRA Crisis Tracker, un site géré par l'ONG Invisible Children qui recense les attaques du groupe. Dans la seule ville d'Obo, les victimes récentes se comptent par dizaines et le mode opératoire du groupe reste le même. Patrick, 30 ans, est un ancien combattant de la LRA. Il a fait défection avec sa femme qu'il avait enlevée lors d'une rafle dans un village centrafricain. J'ai été enlevé à l'âge de 15 ans. On m'a amené au Congo, au Soudan du Sud, au Tchad, au Darfour. Notre mission n'était que de protéger le chef, de piller et de revendre ce qu'on avait pillé. Dès que les Américains nous voyaient, ils nous tiraient dessus. Alors du coup, on enlevait d'autres enfants en brousse pour en faire des soldats.
Comme Patrick, de nombreux combattants ont fait défection ou ont été tués. Mais depuis le départ des Américains, le territoire centrafricain semble être devenu un refuge pour le reste des troupes de la LRA, aujourd'hui divisées en 3 groupes, dont 2 sont encore sous les ordres du créateur du mouvement, Joseph Kony. Il y a quand même continuellement des enlèvements, principalement d'enfants garçons, et qui sont ensuite entraînés par ces groupes-là et qui deviennent des combattants. Il y a une nouvelle génération qui est composée principalement aujourd'hui de Centrafricains. Si le groupe est en déclin, il reste tout de même une menace pour les Centrafricains. Le Cap traverse une sécheresse exceptionnelle depuis 3 ans, la pire depuis un siècle. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et les habitants contraints à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. La région, célèbre pour ses vignes, a vu sa production de vin chuter de près de 20% en 12 mois. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors, mieux vaut s'adapter et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin. Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisin capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau. La question que tout le monde se pose est jusqu'à quand ? C'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Les programmes continuent sur Espace TV. Regardons mieux.